Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui écoute les podcasts des autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, binge-listeneuse de podcasts depuis une époque pas si lointaine où les podcasts natifs étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Ce qui fait que je garde une affection particulière pour les podcasts que j'ai découverts à cette époque-là, en 2016-2017, ceux qui étaient là avant la vague qu'on connaît aujourd'hui. C'est de l'un de ces podcasts de la première heure dont on parle aujourd'hui, 2 heures de perdu ou 2 HDP pour les fans. Le principe est simple, chaque semaine, une partie de la bande d'amis qui anime le podcast se retrouve pour raconter un film du début à la fin, discuter de ses qualités et surtout faire des blagues sur ses défauts. Le but n'est pas de convaincre les autres que le film est bon ou mauvais, mais de rire tous ensemble de ses petites incohérences scénaristiques ou de sa mise en scène, comme dans cet épisode récent sur Miss Détective, une comédie avec Sandra Bullock, sortie en 2000. Elle fait une planque de manière extrêmement professionnelle. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dans un resto russe, c'est la nuit, il n'y a plus un client, et elle est en mode petite étudiante en philosophie avec son plan. Non, dictionnaire russe. Ouais, d'accord. Enfin bref, c'est pas un dictionnaire, c'est une méthode. Parce que lire un dictionnaire pendant des heures, c'est vraiment suspect. Elle a un annuaire. Elle le lit pendant 2h30. Monsieur Blanc, 01 42 79. Elle a le botin de Moscou, l'annuaire de Moscou. Un truc du RSS Glubovic, il est toujours vivant. Non, mais elle doit être maxi gaulée depuis 1000 ans. En fait, enfin, c'est la planque la plus pourrie du monde. Et surtout qu'elle a un livre caméra. On comprend qu'elle travaille pour le FBI et que donc elle surveille un échange de disquettes. Voilà, c'est ça. Et ce film date des années 2000. Voilà. Et puis on voit qu'elle est débrouillarde puisqu'il y a la serveuse au milieu, on voit plus, du coup elle va. Oui, d'accord. D'ailleurs, il y a cette magnifique phrase. Parce que la serveuse cache avec ses hanches l'échange de disquettes et t'as quand même un flic qui dit mais elle a 2 culs cette vache. Oui, c'est un film assez respectueux. C'est pas le FBI de Silence des agneaux. Pour le coup, les mecs sont vraiment dépeints comme des gros porcs du début à la fin qui en foutent pas une. Et c'est là où je trouve que il y a de la comédie aussi. Enfin, il y a de la comédie. Jamais on nous dit que c'est des flics intelligents, que c'est des. En fait, c'est elle qui fait tout du long. Oui, mais résultat, il y a zéro finesse. Vous l'avez entendu, on n'est pas sur une ambiance masque et la plume, mais plutôt sur une soirée entre potes où tout le monde parle par-dessus le film et surenchérit sur la blague du voisin, quitte parfois à aller un peu loin. Une ambiance qui dure depuis presque 10 ans, puisque les premiers épisodes de 2 heures de perdu datent de 2014. Mais ça ne va plus durer très longtemps. L'équipe du podcast a annoncé en novembre qu'elle s'arrêterait à la fin de la saison avec un enregistrement en live à l'Olympia au mois de mai d'un épisode sur le retour du Jedi de la saga Star Wars. Je me suis dit que cette annonce surprise était l'occasion d'essayer d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ce podcast, produit par le label indépendant Fréquence Moderne et qui a réussi à rassembler une communauté ultra engagée, tellement engagée que 2HDP a déjà rempli plusieurs théâtres, dont le Bataclan, rien que ça, et que les places pour l'épisode final sont parties en moins d'1 heure. J'ai donc écrit à l'équipe de 2 heures de perdu et j'ai le plaisir de recevoir Sarah et Julie, 2 animatrices historiques du podcast au micro de Sans Algo. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous représentez le groupe des chroniqueurs de 2 heures de perdu, soit une bonne dizaine de personnes au fil des saisons. Quelles sont les qualités d'un bon chroniqueur de 2HDP ? Il faut avoir un peu d'humour. Parce que c'est avant tout une émission drôle. Et puis, je pense qu'il faut avoir un certain amour du cinéma également. Ou pas d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a eu des gens qui avaient très peu d'amour pour le cinéma pendant des années. Non, mais il faut avoir des personnalités différentes pour qu'elles soient complémentaires entre nous. Ce qui n'est pas forcément une qualité ou un défaut. Il faut avoir un peu de mauvaise foi quand même. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'aventure 2 heures de perdu a débuté en décembre 2014 ? Au départ, ça a été créé par Greg, Antoine et Michael. C'est eux les 3 qui sont à la base, chacun avec des compétences différentes aussi, des idées, des envies. Il y avait l'idée surtout chez Antoine et Greg d'avoir envie de faire de la radio. Mais voilà, accéder au monde de la radio, c'était pas possible. Le podcast, c'était un moyen de le faire. Et donc, c'est eux qui ont monté le podcast. C'était très masculin au départ. Et ensuite, on est arrivé avec Barbara, Sarah et moi, voilà, c'était l'équipe de départ. Voilà. Ouais, ça s'est féminisé quand même au fur et à mesure, c'est bien.
Les 3 membres fondateurs, Antoine, Greg et Michael, sont moins présents au fur et à mesure des saisons qui évoluent. Comment ça s'organise le turnover des animateurs ? C'est surtout lié aux volontés, disponibilités de chacun. Par exemple, je prends l'exemple de Michael qui était là dès le début. Il a déménagé il y a quelques années à Bayonne. Il avait une petite fille en bas âge. Ça devenait très compliqué pour lui d'enregistrer, donc il a arrêté. Aujourd'hui, il a un peu plus de temps, sa fille est un peu plus grande, il peut avoir des plages de disponibilité, donc il peut revenir, voilà. Donc c'est surtout comme ça, et c'est aussi au moment du départ de Michael que nous on s'est dit si on a envie de continuer et si on a envie aussi peut-être de se renouveler, parce qu'au bout d'un moment à 5-6 on se fait aussi tout le temps les mêmes blagues, il faut ouvrir un peu pour que des gens puissent partir, des gens puissent revenir. Voilà, Greg est parti aussi pendant un moment, il est revenu là sur les dernières saisons. C'est ça qui est chouette aussi. Je trouve que selon les gens qui sont présents, c'est vraiment des épisodes parfois teintés différemment qui sortent. Et c'est très agréable aussi, quand on fait partie du podcast, de ne pas savoir exactement comment ça va se passer avec l'équipe, si la mayonnaise va prendre sur un épisode ou pas. Parfois, on a des très bonnes surprises. On se dit, ouh là là, cet épisode, je pensais que ça ne marcherait pas du tout. Mais en fait, il suffit qu'il y ait le bon angle, les bonnes personnes au bon moment. Et parfois, on se dit, ça, c'est du tout cuit. Et en fait, on galère un peu plus. Voilà, c'est... Au moment où vous avez lancé le podcast en 2014, il y avait encore peu de podcasts natifs en France. Pourquoi vous avez choisi de lancer un podcast plutôt qu'une chaîne YouTube, par exemple ? Je pense qu'il y avait une volonté vraiment de la part de Greg et Antoine de faire de la radio. En plus de ça, Greg, lui, son métier, il est ingé son. Donc, il avait la capacité d'emmener la connaissance technique pour faire du son de qualité. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y avait vraiment la volonté de faire un format audio et pas du tout un format vidéo. Surtout que cette création, elle s'est accompagnée d'autres podcasts qui n'étaient pas forcément des talks. Il y avait Sauf qui peut, qui était documentaire. Il y avait des angles, en tout cas, une vraie proposition d'émissions de radio. Et le talk en était un des volets, quoi. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que 2 heures de perdu se crée au sein du label Fréquence Moderne, qui aujourd'hui encore produit d'autres podcasts. C'est quoi les spécificités de Fréquence Moderne ? On avait un peu autour de Fréquence Moderne l'idée d'avoir envie de montrer qu'on peut un peu parler de tout en travaillant un peu, avec de la bonne humeur, faire accéder à des sujets, alors par exemple pour Culture 2000 sur la culture générale, pour 20 minutes avant la fin du monde sur l'écologie, l'envie d'amener des gens à s'intéresser à des sujets auxquels peut-être ils s'intéresseraient pas. Et pareil sur EPO, sur le sport, avec une dimension assez historique. Moi, ma plus grande fierté sur EPO, c'est que des gens qui n'aiment pas le sport disaient j'adore écouter EPO. Donc c'est rendre accessible en fait à tous des sujets, rendre les gens curieux. C'était vraiment cette volonté-là. C'est aussi des émissions qui sont faites par des personnes qui ne sont pas journalistes de profession. C'était important pour vous de ne pas intégrer de journalistes, de ne pas essayer de copier ce que font les médias ou la radio ? C'est-à-dire qu'ils le font déjà très bien, oui, en plus. Donc, il n'y avait pas de volonté d'aller s'aligner sur une offre radio qui était déjà de grande qualité et faite par des journalistes. Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi proposer un ton différent, parfois un contenu qui pourrait avoir sa place. Je pense à Culture 2000, 20 minutes sur des antennes radio, mais en tout cas, avec un ton différent. Là aussi, il y a une liberté de ton. Oui. On a fait ça bénévolement. On a fait le choix de ne jamais avoir de sponsor, de pré-roll, de quoi que ce soit en début de podcast aussi, pour conserver une vraie liberté de ton, quoi. On va rentrer un peu dans l'arrière-boutique du podcast. Pour commencer, comment vous choisissez les films dont vous avez parlé ? Vaste question. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y a ce qu'on appelle donc un chapeau, où donc les auditeurs nous proposent des films et on tire au sort des films. Et ce n'a jamais été un chapeau. Qui a été un vieux sac en toile avec plein de petits papiers qu'on s'amusait à découper sur Excel. Mais ce chapeau existe, contrairement à ce que certains croient. Alors du coup, les auditeurs pouvaient nous proposer des films au tout début en nous laissant un commentaire sur iTunes. Et à partir de là, on s'occupait de recopier les noms des films d'iTunes sur un fichier Excel qu'on a imprimé en petit papier et qu'on a découpé, effectivement. Il y a un moment où, je l'avoue, je révèle ça, j'ai arrêté de le faire parce qu'il y avait plus de 2000 films au chapeau et qu'il y avait énormément de films qui revenaient, c'était les mêmes. Ce fichier Excel est devenu notre nouveau chapeau parce qu'il y a un moment, on a aussi arrêté de les imprimer. Donc, on prenait un générateur de chiffres aléatoires et en fait, on choisissait comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, quand on fait les petits bruits du papier à la fin de l'épisode, c'est faux. C'est de la mise en scène. Faux. Mais parfois, on pioche vraiment des épisodes. Oui, et après, on s'autorise aussi à choisir de temps en temps parce que, encore une fois, on fait ça bénévolement et de temps en temps, quand un film, on pense qu'il va bien marcher, on le fait. Et on s'autorise aussi à ne pas faire certains films pour différentes raisons. Un film complètement méconnu de tous ou alors des films, on va faire la blague d'Olivier sur la liste de Schindler, 2 heures de perdu, ça passe pas très bien, quoi.
Et au-delà de ça, c'est pas tant qu'on s'interdit de faire des films qui sont pas connus, c'est qu'en fait, on en fait moins. Là, je réfléchis, on a fait The Taste of Tea avec Boulet, qui était notre invité qui est venu, qui était un film que personne n'avait vu dans l'équipe. Et on s'est dit, on le fait quand même, parce que ça venait après SOS Fantôme. Et qu'on se disait, les gens, ils écouteront SOS Fantôme avec Boulet, et après, s'il a envie. Et on était très contents, d'ailleurs, de faire un film de 2h30 japonais qu'on n'avait pas vu, et qui est très bien, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais c'est vrai qu'on a un peu joué avec le choix. Quand on pioche un film qu'un membre de l'équipe l'a vu, 2 semaines avant et qu'il n'a pas envie de le revoir, c'est vrai, on l'avoue, parfois on recheat le chapeau, quoi. En parcourant la liste des films, j'ai remarqué qu'il y a assez peu de films qui font l'actualité, des films très récents, La Palme d'Or ou le dernier grand film d'un réalisateur dont tout le monde parle. Vous préférez critiquer des films qui sont complètement sortis de la période de promo ? À la base, c'était une volonté de pas du tout coller à une actualité quelconque, parce que le concept avec 2 heures de perdu, c'est qu'on raconte le film. Donc le but, c'est aussi de raconter un film que la majorité des gens ont vu ou peuvent rattraper facilement s'ils ne l'ont pas vu. Aller chercher des films qui sont en ce moment au cinéma et aller raconter ces films-là, c'était pas du tout notre intérêt non plus au début et notre envie. On va écouter un extrait d'un épisode de 2015 sur le film Sixième Sens. Moi j'étais content parce que c'était la fin du film. C'est pas si long en plus, donc ça c'était cool. 1h47, c'est très cool. C'est bien. Moi j'ai jamais eu la joie de voir ce film sans connaître la fin parce qu'on me l'avait spoilé en fait. Moi aussi, exactement. D'ailleurs je voudrais passer une petite dédicace à cette espèce de connasse de 3ème 6. Et j'étais juste dégoûté, quoi. Parce qu'en fait, tu comprends, il est mort avant la fin. Toi, tu sais pas encore parce que t'as pas vu le film. Le film commence, tu fais, ok, je suis trop dég. Ouais. Moi, ça m'a fait pareil avec Usual Suspect en plus. Tous les films avec des fins, des gros twists, je connaissais la fin, quoi. Mais le problème, c'est pas un fantôme, dans Usual Suspect. Le problème de ce film, c'est que c'est un film, tu sais, à grande vadrouille, pareil. À 2 visionnages, tu sais, t'as le premier, ou puis à la fin, tu dis, ah bah non, en fait, c'était lui, ou t'es censé te le retaper parce que t'as pas du tout envie, tu leur tapes pas. Et du coup, c'est un peu ça, quoi. C'est le film mensonge. Mais ça marche un peu mieux que Anthony Zimmer, parce que. Ouais. Qui c'est qui résume l'histoire complexe de ce film ? C'est un psychologue qui est mort, en fait. Je vais le faire. Pour le coup, votre podcast, c'est un podcast qui spoil tous les films. Est-ce que vous avez déjà envisagé de réaliser des épisodes sans spoiler un gros plot twist, ou est-ce que vous êtes parti du principe que vos auditeurs avaient forcément vu le film ? On part pas du principe qu'ils ont vu le film, mais on part du principe que au bout d'un moment, ils savent à quoi s'attendre. Donc c'est vrai que peut-être que dans certains épisodes, on dit attention, si vous l'avez pas vu, on va vous spoiler. Et puis il y en a d'autres, comme celui-ci, puisque ça va être le résumé, ça veut dire que c'est le tout début. On spoil direct, et puis c'est une vanne aussi de spoiler. Et parfois d'ailleurs, on spoil d'autres films dans un épisode. Ça, on se fait un peu taper sur les doigts quand ça arrive, effectivement. Je me rappelle de GG qui a spoilé l'Attaque des Titans et qui s'est un peu fait taper sur les doigts pendant un épisode. Mais oui, on estime que si les gens sont en train d'écouter l'épisode sur le film, ils peuvent s'attendre à être spoilés à tout moment, vu que le concept même du podcast, c'est de raconter toute l'histoire jusqu'à la fin, scène par scène. C'est un risque à prendre. Vous avez fait le choix de ne pas mettre de pub avant ou après les épisodes. Comment vous financez le podcast ? On le finance par 2 moyens. On a depuis longtemps lancé des cagnottes de crowdfunding où on a des gens qui versent tous les mois, même si c'est un petit quelque chose, même si c'est 2-3 euros, comme on avait quand même beaucoup d'auditeurs, ça nous permettait d'avoir une bonne base. Et puis ensuite, on fait rentrer un peu d'argent dans l'association avec les spectacles. On a fait des Bataclan, voilà. Donc ça fait rentrer un peu d'argent. Après, en fait, on est tous administrateurs de l'association, donc tous bénévoles, donc on peut pas être payés. Donc cet argent, ça nous sert à faire des projets et ça nous sert de temps en temps à nous payer un bon resto, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être étonnés d'apprendre que tous les projets de Fréquence Moderne, dont 2 heures de perdu, sont des projets complètement bénévoles. Est-ce que vous avez envisagé à un moment que ça devienne vos jobs respectifs, d'en faire un boulot ? Je pense qu'on en a tous eu un peu envie, mais je pense qu'on a tous été très réalistes, c'est-à-dire qu'on avait un peu exploré des possibilités, voilà. C'est-à-dire que la télé nous a contactés quand même, donc c'était... Et que vous avez rempli des Bataclan. Oui. Il y a très peu de podcasts bénévoles ou on va dire amateurs dont ça n'est pas le boulot des gens qui arrivent à ce niveau de communauté. En fait, la perte de liberté de financiariser le podcast était trop forte par rapport aux vrais gains en argent qu'on pouvait avoir parce que, comme on le disait, à un moment, 2 heures de perdu, ça a été quasiment 10 personnes. Pour que 10 personnes vivent d'un podcast, je pense que Mathilde, tu dois le savoir, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais, non. C'est vrai qu'on était réalistes et on a eu plein de propositions, en tout cas pour des pré-rolls, pour de la pub, pour des partenaires. On s'est posé la question à des moments, mais je crois qu'on était quand même très attachés au fait de se dire,
on a envie que les gens, dans leur écoute, ils soient aussi avec nous du début à la fin dans ce qu'on propose, et on voulait pas avoir à dire installez-vous sur nos matelas Matlax, non plus dans le podcast ou des choses comme ça. Après, c'est aussi parce que je pense qu'on avait d'autres métiers à côté qui nous plaisaient ou qui, en tout cas, nous prenaient du temps, nous intéressaient. Et je pense que ça a été un rêve pour tout le monde à un moment de se dire ça serait génial d'en vivre et de faire ça. Mais il y a quand même, de manière très réaliste, il y a quand même peu de place. Et on se demandait même, en plus, là, avec l'arrivée du podcast, on était quand même dans le premier groupe à débarquer. Il y avait un truc un peu de découverte du territoire. Il y avait un peu ce truc de bulle spéculative aussi, où on se doutait bien que faire vivre 10 personnes, c'était compliqué, quoi. Le 27 novembre dernier, vous avez publié un épisode de moins d'1 minute, ce qui n'est pas dans vos habitudes, intitulé « Annonce ». On l'écoute. Bonsoir à tous. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, chers auditeurs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après concertation, nous avons décidé, au sein de l'équipe de 2 heures de perdu, que cette saison serait la dernière pour notre podcast. Je vous vois déjà nous regretter, peut-être même pleurer, mais la bonne nouvelle, qui ne se fait plus attendre, c'est que nous allons fêter ça tous ensemble, à l'occasion d'un grand live, un dernier épisode, enregistré avec vous, le 31 mai, dans une salle incroyable, l'Olympia. Alors, la mise en vente de ces places se fera le lundi 5 décembre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Plus d'informations. Vous vous doutez un peu de ma question. Pourquoi cette décision d'arrêter le podcast au bout de presque 10 ans ? Peut-être déjà parce que ça fait 10 ans et un projet déjà tenu 10 ans, c'est long. Non, je pense que ça faisait plusieurs saisons qu'on se posait la question, est-ce qu'à un moment, il faut qu'on finisse et qu'on n'attende pas que ça prenne complètement l'eau pour finir ? Je pense qu'il y avait des signaux. On a fait le dernier Harry Potter cette année. On nous a proposé l'Olympia cette année, ce qui était une très belle manière de finir. Enfin, ça, c'est les anecdotes. Et après, je pense qu'un projet comme 2 heures de perdu, c'est un projet, pour qu'il fonctionne, on le sort en hebdo, il faut qu'il passe en priorité pour la plupart des gens dans leur vie. Or, au bout de 10 ans, c'est de plus en plus difficile. En plus, on vieillit, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont d'autres projets. Et donc, je pense que même si ça fait mal au cœur, parce que je ne suis pas sûre que malheureusement, j'aurai d'autres projets dans ma vie qui m'amèneront à faire l'Olympia. Sarah, je t'ai pas encore parlé de mon nouveau projet, mais on va le refaire toutes les deux. Et voilà, il y a un moment, on s'est dit, c'est le bon moment. Et avec l'Olympia, c'était hyper marquant, donc c'était chouette de finir comme ça. D'habitude, je ne fais écouter à mes invités que des extraits de leur propre podcast, mais cette fois, je vais faire une petite exception. On va écouter le podcast de quelqu'un d'autre. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de The Lockdown, sorti en mars 2020, 46 963 minutes avec Oliver Verhoeven, Manuel Macroon, Agnès Buzyn, Rosalind Bachelor, John Casting et Duncan Rout of Nowhere. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ressemblait à ça. Ceci est une grosse bande-annonce d'un gros film qui s'appelle The Lockdown. Oh là là, cette bande-annonce déchire. 2 heures de perdu est devenu un objet culturel à part entière puisqu'on le parodie, comme dans ce podcast de Marine Baousson qui s'appelle Parodicast qu'on vient d'entendre. Comment vous avez géré l'ampleur qu'a pris le podcast au fil des années et le fait que vous soyez devenus des petites stars dans ce milieu ? Le milieu du podcast, ça reste quand même de l'audio et il faut dire que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément notre visage. Donc déjà, ça met une première barrière. C'est-à-dire que le petit succès, la petite starification du podcast est quand même assez limitée puisque, à part les gens qui nous ont vus en live ou les 2 personnes qui nous ont regardé sur la Paramount, il y a très peu de gens qui savent Moi, un jour, il y a une meuf qui m'a reconnue dans le bus grâce à ma voix parce que j'étais au téléphone. J'ai trouvé ça assez stylé. Mais ça nous arrive pas non plus tous les 4 matins. C'est le côté petite star. Il est même pas là, je trouve, dans le milieu du podcast, puisque pendant longtemps, on a un peu été c'est ma perception, mais un peu les sales gosses. On n'était tellement pas dans le système, je trouvais, que même les gens du podcast, ils savaient pas forcément qui on était ou ce qu'on faisait. J'ai jamais senti, en tout cas, un truc de « oh là là, c'est Sarah de 2 heures de perdu ». Voilà. On n'a jamais eu une notoriété assez grande pour avoir à la gérer, en fait. Donc, résultat, on n'a que les points positifs, c'est-à-dire, de temps en temps, une fois, tu te balades dans la rue et t'as quelqu'un qui t'arrête en te disant « ah, je suis en train de t'écouter, Sarah », et qui est en train d'écouter 2 heures de perdu. Et c'est complètement fou la première fois que ça t'arrive et ça fait trop plaisir.
Mais il n'y a jamais eu à gérer parce que c'est pas oppressant, ça arrive 3 fois par an. Donc c'est juste hyper sympa, quoi. Sans Algo, c'est aussi et surtout un podcast de recommandation de podcasts. Du coup, je vais vous poser une question pas facile. Si vous deviez recommander un épisode de 2 heures de perdu à quelqu'un qui n'a jamais écouté le podcast et qui le découvre aujourd'hui, lequel ce serait et pourquoi ? Moi, ce serait peut-être le premier épisode qu'on a fait en live dans une petite salle devant 100 personnes. C'était Titanic, parce que l'épisode est rigolo et parce que c'est un film que tout le monde connaît, donc on spoil pas et qu'il y a déjà l'ambiance et l'énergie du public, donc c'est assez sympa. Après, il y en a plein d'autres de drôles, mais celui-là, je l'aime bien. Moi, je vais un peu tricher. Je vais pas donner un épisode. Je vais plutôt donner des conseils. Si vous regardez la liste des épisodes avec le nom des films, moi, je vous conseille de prendre un film plaisir coupable. C'est-à-dire un film que vous aimez bien. Vous savez que vous n'avez pas 100% raison de bien aimer ce film parce qu'il y a quand même de gros défauts et vous avez assez de recul pour pas le prendre personnellement si on s'attaque à votre film d'enfance ou voilà. Ne commencez pas par un film qui vous tient énormément à cœur parce que vous allez très mal le vivre. Je le sais, je l'ai vécu. Mais choisissez un truc où vous avez la bonne distance avec le film, que vous connaissez un petit peu et allez-y, lancez-vous. Merci beaucoup, Juliessa. Merci beaucoup. 2 heures de perdu, ce sont plus de 300 épisodes qui durent entre 40 et 120 minutes sur un spectre cinématographique qui va de la soupe aux choux à la saga Harry Potter, en passant par Les Oiseaux d'Hitchcock, Forrest Gump ou encore La vie d'Adèle. Bref, il y en a pour tous les goûts. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les épisodes qui traitent des films un peu kitsch des années 90-2000, comme 3 avec Brad Pitt ou Charlie's Angels avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Si vous allez sur le site du podcast, vous pouvez aussi choisir un épisode selon le genre cinématographique abordé ou pour les vrais fans du podcast, selon les animateurs et animatrices qui sont présents au micro dans tel ou tel épisode puisqu'ils changent selon les saisons et les disponibilités. Chacun a son style et son humour, c'est un peu comme dans Friends, vous allez rapidement avoir vos chouchous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes et si ça vous plaît, je vous conseille 2 autres podcasts du label Fréquence Moderne, Culture 2000 sur la culture générale et 20 minutes avant la fin du monde sur l'écologie. C'est un peu plus sérieux sur le fond que 2 heures de perdu, mais on retrouve la même ambiance et parfois même les mêmes voix. Ces 2 podcasts-là sont aussi disponibles sur Slate Audio, notre super plateforme de recommandation de podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Vous connaissez la chanson. S'il vous a plu, laissez-nous un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode qui sentira bon les embruns de la Bretagne et qui sera comme toujours 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, c'est moi, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Aurélie Rodriguez.